Bonjour à tous, bienvenue à cette petite présentation de Darkest Night. Darkest Night avec son extension With an Inner Light. Je vous conseille, si vous l'achetez, d'acheter les deux boîtes. C'est la boîte de jeu principale, c'est bien, mais With an Inner Light apporte les quêtes qui en ajoutent beaucoup et ajoute aussi des nouvelles cartes et des nouveaux héros. Tout de suite, on va passer au plateau de jeu. Le plateau de jeu de Darkest Night, c'est un plateau où il y a, dans le fond, 7 régions. On a le monastère, ici, qui est le seul endroit du royaume où le gros méchant, le nécromancien, ne peut pas aller. Il ne peut pas corrompre. Mais tout le reste du royaume a été mis sous sa tutelle et le but du jeu, c'est de détruire le nécromancien. Donc, il reste 6 régions. Ces 6 régions-là sont les montagnes, le château, le village, les marais, la forêt et les ruines. Chaque région a des choses cachées dans ces endroits. Et on doit retrouver des clés pour nous permettre de sortir les reliques qui sont enfermées dans des coffres. Les reliques sont représentées par des petits jetons, de petits coffres avec 3 clés. Et en l'endos, on a le dessin de la relique. Les reliques seront placées aux endroits sur la carte au début du jeu. On a 4 endroits. On a dans les ruines, dans les marais, dans la montagne et dans la forêt. Le nécromancien, tant qu'à lui, se tient au début du jeu dans les ruines. Les joueurs et les méchants sont représentés par des petites choses comme ça qu'on met sur le plateau de jeu. Tout en carton, il n'y a pas de plastique dans ce jeu-là. On remarque aussi que chaque endroit a des dés qui sont représentés. Ce jeu-là se joue avec des dés 6 faces seulement et des cartes. Pour rechercher dans un endroit les fameuses clés, qui ont l'air de ceci, qui seront mis sur la carte du joueur pour signaler qu'il l'a trouvé. Chaque endroit différent a un search difficulté. Comme dans le château, ça nous prend seulement un 2 ou plus sur un dé pour le découvrir. Dans les montagnes, c'est 4. Dans la forêt, c'est 4. Dans le village, c'est 3. Dans les ruines, c'est 4. Et dans les marais, c'est 4. Comment on fait pour savoir ce qu'on découvre dans les différents endroits? C'est par des cartes map. Ces cartes-là ont de l'autre côté les malus qui vont nous arriver et les choses qu'on va rechercher. Si on fait une recherche dans les ruines, ben, on va retrouver une clé. Si on fait une recherche dans la forêt, ben, ça va être le Vanishing Dust, etc. Chaque endroit a, avec sa carte map, qu'est-ce que ça va nous offrir tout dépendant de la situation. Si on est en train de faire apparaître des malus, mais on vérifie cette colonne. Si on est en train de faire apparaître, on fait une recherche et on trouve quelque chose, mais c'est dans cette colonne-là qu'on regarde pour savoir ce qu'on a découvert.
On peut remarquer aussi que le plateau de jeu nous indique un peu les choses qu'il y a le plus sur les cartes. Ici, il y a des clés, des coffres, des clés, des coffres, des coffres. Ici, c'est la seule place dans le marais où il y a l'épiphanie. L'épiphanie peut nous permettre de chercher dans nos cartes et d'en sortir une pour ajouter à notre héros pour la rendre plus fort. Alors, au début du jeu, les cartes héros qu'on a choisies, dans la boîte de base, il y a 9 héros. Dans les boîtes d'extension, il y a toujours 4 héros. Alors, au début du jeu, on place nos héros qu'on a choisi de jouer dans le monastère. C'est là qu'ils vont apparaître. Alors ça, c'est un peu le setup initial. Il manque ici, c'est la piste de force du nécromancien. Ça va de 0 à 30. Au début du jeu, on place son petit marqueur sur les 0, ici. Et à chaque fois qu'il y a des changements de couleur, comme ici, on voit qu'à partir du 10, on va être obligé de créer des blights. 2 blights s'il n'y a pas de blight à cet endroit. Les blights, c'est différents malus qui nous apparaissent. Ça peut être comme une aura maléfique. Ça peut être des zombies. Ça peut être des vampires. Ça peut être des espions, etc., etc., etc. Il y a une grande diversité dans les blights. Il y en a 15 sortes de blights qui vont apparaître. Au début de la partie, avant de partir la partie, on tire une carte map, on va reprendre la même. Et on va créer justement des blights dans chaque région, sauf le monastère. Comme là, on voit dans la montagne, il y a les shades. Alors, on va prendre un shade qui a l'air de ça. Vraiment, les jetons sont bien épais, là, sont bien faits, c'est de la qualité. Et on voit en arrière ces différentes capacités. Donc, on peut mettre le shade dans les montagnes. Dans le château, il y a de la confusion. Dans le village, il y a justement une aura maléfique. Dans les marais, il y a de la corruption. Dans la forêt, il y a une espèce de nuage, un dark fog, un nuage ténébreux qui est dans la forêt. Et finalement, la pire chose qui peut nous arriver, c'est la desecration, qui est un malus. Comme qu'on voit, tous les malus ont des tours bruns. Et la desecration, c'est le seul à avoir un tour rouge. C'est parce que ce malus affecte le plateau complet. À chaque tour, la piste de malheur ici va monter de 1 de plus à chaque fois que ça est là, tant que ce n'est pas détruit. Alors ça apporte un gros malus, juste à voir ça sur le jeu, c'est pas un cadeau, et en plus il est accompagné du nécromancien, ça fait que ça va commencer une partie difficile. Pour les cartes des joueurs, les joueurs ont chacun une carte ici. Je prends un exemple, la carte du magicien. Il y a deux choses dans ses stats. Ici, c'est sa grâce. Alors, c'est des grâces divines. Au lieu de mourir, on va descendre la grâce de 1 à chaque fois qu'il va être tué. Au lieu d'être tué, il prend une grâce divine et il survit. C'est un peu comme ses points de vie. On voit que le magicien ici part à 3.
qui est entouré d'un rond ici. Et ici, c'est sa secrecy. Comment le magicien peut être caché au début de son tour? Parce que le but du jeu, c'est de rester assez secret et de faire ses affaires secrètement pour pas que le nécromancien nous trouve. Alors, le wizard, le magicien, a une secrecy, un secret de 5. Les glyphes ou les blights, là, ils vont nous faire descendre notre secrecy et bien sûr nous attaquer, nous faire descendre notre grâce, notre grâce divine à chaque fois qu'ils vont nous toucher. Ça, c'est pour les cartes des héros. Il y a aussi sur la carte des héros, pour identifier qui a joué, on a un petit soleil et quand que le joueur a joué, il peut le retourner du côté lune pour signaler que son tour est terminé. À l'endos des cartes de joueurs, comme qu'on en a 9 à l'intérieur de la boîte de jeu principale, c'est sûr qu'on peut jouer, le jeu se joue toujours avec 4 héros. Et donc on aura toujours des cartes qui ne serviront pas. Et à l'endos de ces cartes, il y a exactement ce que chaque héros peut faire. Alors au début de son tour, on voit que si le nécromancien est présent sur sa case, si supposons que je suis dans la forêt et que le nécromancien est en même temps avec moi, on perd un secrecy de moins. Si on a une relique, après avoir trouvé 3 clés, on peut demander de prendre une relique. Donc, quand on a une relique avec nous sur notre carte, on perd une secrecy. Et ensuite, on tire une carte événement. Sauf si on est dans le monastère. Dans le monastère, on ne tire jamais de carte événement. Mais tout partout ailleurs, il y a des cartes événements qui sont tirées. Et ces cartes-là sont des malheurs à chaque fois. Il n'y a pas grand bonheur dans les cartes événements. Donc, on fait ça. Si on n'est pas dans le monastère, puis qu'on est dans un endroit avec les nécromanciens et que notre secrecy est en 0, on initie un combat avec les nécromanciens. Le nécromancien a un 7, ici on voit le 7 bouclier et le 6 cœur. Cela veut dire que il faut faire un 7 avec un des 6 pour le battre, ce qui est impossible. Donc, comment on fait pour avoir un 7? Il y a des cartes qui vont nous permettre d'augmenter ceci, mais ne nous permettront jamais de tuer le nécromancien, à moins d'avoir une relique. Les reliques nous permettent de tuer le nécromancien parce qu'ils ajoutent plus 1 à notre D6. Mais même si on a une carte qui nous fait avoir un plus 1 à notre D6, cette carte va simplement annuler ça et le nécromancien va se sauver. Ça prend absolument une relique pour pouvoir tuer le nécromancien. Donc on on fait notre action après. Dans les actions, c'est ici. On fait seulement une action. On n'a pas 10 actions à faire à notre tour, on n'en fait qu'une. Donc, soit qu'on bouge. À chaque fois qu'on bouge, on gagne une secrecy, un secret, jusqu'à une valeur maximum de 5. C'est comme qu'on change d'endroit, mais on nous perd de vue et notre secrecy monte de 1. On peut se cacher, hide, ce qui nous permet de rafraîchir tous nos pouvoirs, puis de gagner une secrecy jusqu'à 5. On peut attaquer un blight, une chose qui est sur notre chose, en même temps que nous sur un endroit. Si on prend un blight comme ici, ce blight a un 5 ici. Le 5, donc ça nous prend un dé avec un dé pour faire 5 et plus pour pouvoir l'oxyre.
Donc on peut attaquer. OK. Si on attaque le nécromancien. Oh, nécromancer. Pour essayer de le détruire. Mais quand on fait ça, on perd immédiatement une sécrétie parce qu'on se bat, donc ça fait du bruit et on est découvert un peu, ça fait qu'on perd une sécrétie. On peut chercher. On regarde la force ici, comme ici, là, la search difficulté est à 4, on lance les dés. Si on fait un 4 et plus, on peut trouver, on tourne une carte de map, on regarde ce qu'on a trouvé. On peut prier. Prier, ça se fait dans le monastère seulement. On roule 2 dés et on gagne une grâce divine jusqu'à notre défaut pour chaque 3 et plus. Puis en plus, on rafraîchit tous nos pouvoirs. On peut retrieve Holy Relic. On peut capturer une relique. Il faut discarter 3 clés. Puis on prend la relique de cet endroit, on la met sur notre carte. Puis on peut faire des powers, des pouvoirs. C'est n'importe quelle carte qui a une action, qui est marquée action sur sa carte, et on joue cette action. Quand on finit notre tour, quand on a fini nos actions, il y a le end of turn, ce qu'on fait à la fin. S'il y a des blights dans notre endroit, on fait, s'il y a des end of turn, des effets fin de tour. S'il y a des effets fin de tour, on les résout. Puis si on a passé notre tour complet dans le monastère, on gagne une secrecy, un secret, jusqu'à notre défaut. Les end of turn, les fins de tour, je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on se prend contre les shades. À la fin de notre tour, un de nos héros se retrouve dans les montagnes avec les shades. Ici, on voit, il y a un 3, il y a un 5. Le 3, c'est son bouclier. Le 5, sa secrecy. On choisit, soit qu'on attaque ou on essaie de se camoufler. Ça prend un 5 pour se camoufler des shades, mais ça prend seulement un 3 pour le battre. Si on perd une grâce. On se fait tuer, là, on voit le petit signe de tête de mort. Et ça, c'est quand c'est le end of turn effect. C'est-à-dire qu'on se défend et on n'attaque pas. Pour pouvoir le tuer, il va falloir, dans notre tour, faire une attaque. Et cette attaque, pour le tuer, ce sera un 5. Même si on fait un 5 ici, avec le bouclier, on ne tue pas, on fait juste se défendre. Fait à la fin de nos tours, on se défend toujours. On ne tue jamais les blights qui sont sur notre case. On fait seulement se défendre. Et à notre tour, quand ça va être à notre tour à jouer, on peut attaquer et essayer de détruire la blight. Il y a des blights qui ont rien à la fin, comme ça, le Dark Fog, c'est un nuage noir, donc ça ne s'attaque pas vraiment. Ça fait seulement ajouter 2 quand on cherche. Donc, à la fin de notre tour, si on se retrouverait dans la forêt présentement, on n'aurait pas à se battre contre ce blight, puisqu'il fait juste nous donner du trouble à trouver des clés. Et si on l'attaque, on voit le 5 ici, si à notre tour, quand ça va être à notre tour de jouer et qu'on décide de l'attaquer, si on veut l'attaquer, ça nous prend un 5, un minimum, un succès, c'est le 5 sur un D6. Et si on perd un tour pour le Dark Fog. On voit chaque blight, c'est pareil, il y a toujours qu'est-ce qui arrive.
Ici, c'est un +1 à la piste, ici, là en bas, qui fait monter à chaque tour. On l'attaque. Si on l'attaque, ça nous prend un dé 4 et plus. Si on manque, ça n'a pas d'effet. Pour la corruption, lui, on n'a pas de bonus quand on a ça sur notre endroit. Comme le marais n'a pas de bonus présentement. Si on va dessus, il n'y a pas de bonus qui est donné. Si on l'attaque, ça nous prend un 5 et plus, donc un 5 ou un 6. Puis si on perd, on n'a pas notre 5 ou 6, ça rend tous nos pouvoirs inutiles. Ça exhaust all power. Donc toutes nos cartes sont revirées. Il va falloir retourner au monastère ou faire se reposer pour pouvoir renouveler nos choses. Donc c'est comme ça pour le jeu. Chaque joueur, on peut choisir qui joue. Chacun notre tour, on décide, c'est moi qui va le premier, c'est toi, c'est l'autre, etc. Donc on joue chacun notre tour. À la fin du tour, c'est le tour du nécromancien. Le nécromancien, à son tour, avance toujours de 1 la piste. Si la desecration est là, on monte de 1 de plus. Donc ça fait, il va monter de 2 à chaque tour à cause de la desecration. Il va lancer un dé. Le nécromancien lance un dé. Il fait un 4. Donc on vérifie la carte de tous les héros. S'il y en a un qui a la secrecy en bas de 4, donc 3, 2, 1, le nécromancien se dirige vers lui. Donc il se lance à sa poursuite pour essayer de le tuer. Si y a, les héros ont tout en haut de 4 et plus, le nécromancien va aller dans le sens des dés ici. Si on voit c'est un 1, un 3, 5, un 2, un 4, il va rester là. S'il aurait fait un 2, il aurait été par là. S'il aurait fait 3 et 5, il aurait été par là. Quand le nécromancien a fait son mouvement, on pige une carte map et on regarde le blight qui devrait apparaître. On le fait apparaître à l'endroit où est le nécromancien. Et c'est le tour des héros à jouer. Quand il y a 4 blights à un endroit, supposons que j'ajoute des blights, juste pour le plaisir de vous montrer. Alors il y a 4 blights ici, le nécromancien doit faire apparaître un nouveau blight ici. Le nouveau blight ne va pas à cet endroit. C'est un peu comme pandémie, mais c'est le nouveau blight. Il s'en va dans le monastère. Quand il y a 5 blights dans le monastère, la partie est perdue pour les héros. Donc, on essaie de détruire des blights pour ne pas se faire submerger par le nécromancien. Et, je vous dis, ça va assez vite que les blights apparaissent. J'ai joué jusqu'à date seulement une partie. C'est vraiment rapide avant qu'on se retrouve submergé. Là, ça prend pas de temps. Si les héros se promènent pas comme il faut sur le plateau de jeu, qu'on ne retrouve pas les clés, là, si on a des jets de dés ratés là, pour retrouver des clés, ça peut aller assez mal, assez rapidement. Donc, c'est un bon jeu. En plus des autres cartes, des cartes événements, je peux vous montrer les cartes événements, un genre d'événement qui peut nous arriver. Fait que, si on n'est pas dans le monastère, on tire une carte, on est rendu ailleurs et c'est la bannière noire qui nous arrive. On regarde combien il y a de blights à l'endroit où on se trouve, tout dépendant du nombre de blights, mais on se bat contre différentes sortes de monstres. Et plus qu'il y a de blights, c'est sûr que
toute la difficulté augmente, etc. Il y a différentes cartes événements. On voit qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Différentes choses. Ici, on peut gagner même de la sécrétie ou en perdre. Tout dépendant. Il y a des cartes qui apportent du bien, là, mais c'est assez rare. C'est souvent de nous tuer, de nous envoyer des démons, des servants de la mort ou des ordres. De temps en temps, une altère ou des choses comme ça, mais souvent, c'est des malus. Il y a les cartes map, comme je vous en ai montré une, on peut vous en montrer d'autres. C'est différentes choses qui vont nous arriver là, sur qu'est-ce qu'on va retrouver. Alors, c'est ça. Pour les cartes, on peut aussi retrouver des artefacts. Les artefacts, on a différents artefacts qu'on peut ajouter à notre main. Et il y a les cartes quêtes. Les cartes à quête, on en tire une au début de la partie. On la met en jeu. Ça prend, comme celle-là, ça prendrait 5 marqueurs pour qu'elle soit finie. Quand les 5 marqueurs sont dessus, ben, elle est expirée et c'est ça que ça fait. Si on le complète, ben, on a un bonus. Alors, il y a un petit texte, un flavor text, comme on dit en anglais, pour nous dire un peu ce qui se passe. Et voilà pour les cartes quêtes. Les cartes des héros. Chaque héros a un deck de 10 cartes en partant. Si on prend le Rogue, le voleur, il y a un deck de 10 cartes. Dans ces 10 cartes-là, il y en a 4 qui ont le petit symbole dans le haut et les autres n'en ont pas. Au début de notre tour, on choisit 3 de ces cartes-là. Ça va être 3 pouvoirs qu'on va avoir droit au début. Et la quatrième, supposons que j'avais choisi ces 3-là, je les garde avec mon héros. Les autres, on les brasse et on les met à l'envers. Ils seront pigés au fur et à mesure, à moins d'avoir une épiphanie. L'épiphanie nous permet de tourner le deck et de choisir laquelle qu'on veut. Donc, c'est ça pour les cartes des joueurs. Chaque héros, les héros viennent toujours avec un deck de 10 cartes. Alors, c'était une petite présentation de Darkest Night. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez peut-être jouer à ce jeu bientôt. À la prochaine!